Bienvenue au complexe de la Grande Dixence au pied duquel nous sommes, qui capte les eaux de 35 glaciers valaisans de Zermatt au fin fond du Val d'Airain. Le barrage de la Grande Dixence, le plus haut barrage poids du monde, recueille et stocke les eaux de ces glaciers. Mis en eau pour la première fois en 1957, cet ouvrage cumule les records. La hauteur de son mur, 285 mètres, reste inégalée à ce jour. Son poids, 15 millions de tonnes, le rend plus lourd que la grande pyramide de Khéops. Pourquoi comparer une des 7 merveilles du monde de 4500 ans et située à plusieurs milliers de kilomètres en Égypte avec une des plus belles réussites des temps modernes aux confins du Val d'Airain? Parce que notre invité a plusieurs fois relié ces deux pays, ces deux régions, tout en faisant plusieurs fois aussi le tour du monde. Et parce que c'est ici que tout a commencé pour lui. Jean-Claude Ruda est aussi, à sa manière, l'homme des records. Pilote automobile, pilote et commandant dans l'aviation, découvreur des cultures et de la vie des autres sur tous les continents, et de beaucoup d'autres choses que nous évoquerons, il a accepté de parler de sa vie exceptionnelle. Un être humain discret, même dans la réussite, et qui possède d'autres qualités qui vous apparaîtront au fil de cette rencontre. Rendez-vous avec Jean-Claude Ruda, l'homme qui a tant partagé avec tous et avec les étoiles. Faisons connaissance. De sa naissance, ici, Jean-Claude Ruda a mené une vie plus qu'active. Du haut de ces 2200 mètres où il est né, nous allons évoquer son parcours avant de mieux connaître certains détails d'un chemin de vie d'exception. Rejoignons-le devant la chapelle de la Grande Dixence, la chapelle Saint-Jean. Saint-Jean, il manque le Claude, mais tant pis, c'est Saint-Jean quand même. Oui. Et c'est là où j'ai été baptisé. Peu après la naissance. Oui, environ un mois après. Et ça a été le premier baptême de l'histoire de cette chapelle. Qui a une histoire, cette chapelle, juste construite pour Jean-Claude Ruda? Non, pas tout à fait. Il a été construit en 1931. Oui, d'accord. Et puis après, ben voilà, après, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui m'ont suivi ici. Mais... C'est le premier baptisé de cette chapelle ici, à 2200 mètres, Jean-Claude Ruda. Comme ça, parce qu'on avait dit on va pas redescendre jusqu'à Vey ou bien... Oui, c'est ça, c'était plus simple de faire monter les gens que de descendre le bébé. Oui. Voilà, puis ça a laissé quelque chose. Oui. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette chapelle? Oh, il n'y a rien de tellement particulier, je pense qu'elle est petite et je me suis imaginé que les gens qui ont travaillé ici, comme il y avait beaucoup d'Italiens qui étaient là, c'est des gens qui avaient la foi. Et il y a eu pas mal d'accidents et de choses. Et je pense que les gens, loin de leur famille, venaient ici pour se recueillir et revenir à leur source peut-être, je ne sais pas. Maintenant, bien sûr, ça se perd, il n'y a plus personne, mais à l'époque, c'était important. Ce Val d'Airain, que Jean-Claude aime tant, s'ouvre sur la vallée où coule le Rhône. Nous y ferons escale tout à l'heure, mais restons à la Dixence. Dans ce paysage idyllique, souvenir. Ça me rappelle ma naissance. Je suis né ici, donc à l'époque un des plus hauts d'Europe. Et mes parents avaient un hôtel ici, si on peut appeler ça un hôtel, c'est plutôt une cabane, à l'époque de la première Dixence. Et je me rappelle avoir passé mes premières années de jeunesse ici, mais je suis né ici un 23 juillet à la Grande Dixence, sans médecin, sans rien. Puis voilà, la vie à l'époque était dure, et puis voilà, puis ça se porte très bien quand même. Alors sans indiscrétion, sans médecin, sans rien, c'est-à-dire que vous viviez ici avec vos parents? Oui, donc c'était la guerre, mon père était au militaire. Et ma mère tenait cet hôtel, et les mois passent malgré tout, et puis apparemment 9 mois c'est quand même une limite, j'ai dû arriver un poil plus tôt, et puis voilà, puis à la suite de quoi, lorsque le médecin est arrivé ici, il a jugé que j'étais très bien, que ça valait pas la peine de me descendre, et il a fait monter une infirmière ou une sage-femme de prendre ses vacances ici, ses premiers, et j'ai passé, voilà. Ah, c'est pas mal comme métier, prendre des vacances. Oui, c'était à l'époque, il y avait des choses qu'on pouvait faire, et puis ensuite j'ai vécu jusqu'au mois de septembre ici, puis la neige est arrivée et il a fallu descendre et mon père m'a mis dans un sac militaire, en laissant dépasser la tête et il est descendu à ski jusqu'à Vey. Vraiment l'esprit montagnard. Voilà, c'est ça, il n'y a pas tellement de choix. Il n'y avait pas tellement de choix, c'est vrai. Et il vous arrive de revenir assez souvent Oui, je viens assez souvent, j'y pense, parce que c'est un endroit, je dirais, un peu magique, parce que beaucoup de gens y ont laissé leur vie. Il y a beaucoup de techniques dans cet endroit. Les gens ont énormément travaillé.
Maintenant, on voit un mur, mais si on n'a pas vu ce que c'était, on ne se rend pas compte. Il y avait quand même 3000 personnes qui vivaient ici pendant des années et des années. Ça a été un bénéfice pour la vallée. Les gens de la vallée ont pu sortir de, je ne veux pas dire de la misère, mais enfin, ce n'était pas une vallée riche dans les années 50. Et ça a donné un boom à tout le monde. Et puis, je pense que ça forge aussi le caractère, quoi, c'est tout. Je pense que si on... Je n'ai pas été dans une maternité, je n'ai pas été à nulle part ici, et puis voilà. Et l'air est plus rare qu'ailleurs, donc voilà, je pense que je suis assez content d'être né ici. Oui. Et puis, alors, en fait, c'était 15 ans avant le nouveau barrage devant lequel nous sommes. Là. Oui, c'était 15 ans avant, donc l'ancien barrage qui était derrière, mais apparemment, il y avait déjà des idées qui étaient mises en route. Et je pense que ça ne s'est pas fait tout seul. C'est ça, et les gens venaient à pied, il fallait monter, c'était compliqué, c'était difficile pour tout le monde, mais apparemment, d'après mon grand-père, ce qu'il me disait, c'était la vie de tous les jours. On n'était pas obligé de faire 50 trucs le même jour, donc un jour on se déplaçait, on se déplaçait. Oui. Jean-Claude Rudat, il y a eu l'enfance à Sion, on va en parler tout à l'heure. Et puis, un jour, c'est pilote automobile. Toujours envie de battre des records. 2200 mètres pour la naissance, le premier baptisé dans la chapelle. Et puis plus tard, évidemment, après l'automobile, il y a eu l'avion. C'est une vie riche. C'est une manière de découvrir plusieurs mondes à la fois, une vie de Jean-Claude Rudat? Non, je pense pas. Je pense que je dis toujours, un jour, je pousse l'autre. Ce qui est passé, c'est fini, on n'en parle plus, c'est bon pour classer. Sauf aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, mais là, puis en plus, quelle météo aujourd'hui, c'est extraordinaire. Soleil du Valais. Non, c'est chaque jour, on verra, et puis l'esprit de chacun se développe avec les années, on va dans une direction, on va dans une autre, et puis j'ai eu la chance d'avoir un père qui était très libéral, qui pensait il était journaliste, donc il pensait qu'on devait suivre son chemin. Et puis si on loupe, ma foi, après il faut se refaire. Et bon, j'ai suivi plusieurs chemins, je me suis loupé. En automobile, j'ai assez bien réussi, parce que je suis le seul Valaisan à avoir fait de la Formule 1. On n'était pas beaucoup de Suisses non plus. J'ai gagné presque toutes les courses. C'était la grande époque aussi. C'était une bonne époque, on n'avait pas de sponsor, on n'avait rien, il fallait se débrouiller. Et puis après ça, quand j'ai cassé ma bagnole et que j'avais plus un sou, que les gens changeaient de trottoir pour ne pas avoir besoin de discuter avec moi. C'est comme ça? Oui, c'est comme ça. Et puis ça m'a aidé finalement, parce que ça m'a obligé à dire un jour, écoute, il faut partir. Il faut partir pour faire autre chose. Et là, c'est l'Afrique. Et puis là, je suis parti en Afrique comme ça. Ça reste la décision la plus bizarre de ma vie. J'en ai pris beaucoup de décisions, mais d'être parti là-bas sans boulot, sans argent, avec un billet simple course en disant il faut que je réussisse. Ça reste, qu'est-ce qui m'a motivé pour aller là-bas, je ne le saurai jamais. C'est la conséquence d'un caractère qui a permis d'arriver jusqu'à aujourd'hui en faisant encore pas mal de choses, il faut le dire, après avoir découvert le monde. Oui, c'est ça, je reviens toujours à la même chose, ce qu'on a fait, c'est fini. Donc il faut regarder devant. Et devant, quand on se pousse soi-même en disant, et puis si on fait bien les choses, on a quand même d'autres ouvertures dans la vie. Alors si on se lance à faire un métier, n'importe lequel, il faut être bon. Et quand on est bon, on a d'autres ouvertures, on a d'autres possibilités. Et puis, une chose en amène une autre, et puis voilà. Et j'ai commencé à Sion sur un Piper Cup avec Hermann Geiger, ma licence privée. Je suis parti en Afrique sans boulot, j'ai commencé là-bas comme mécanicien. Et après, j'ai continué à voler avec l'argent que j'ai gagné un petit peu. Je suis devenu pilote là-bas, dans une compagnie de génie civil. Et le Congo, c'est grand, c'est presque 8 fois la France. Donc avec un petit avion, il faut se cramponner. Ma carrière a commencé comme ça, et après je suis reparti. J'en avais marre. Air Glacier m'a offert une possibilité de venir travailler à Sion. Je suis venu à Sion quelques années. Ensuite, on a créé Transvalair, qui a quand même été une grande réussite. Et puis, la grande réussite a surtout été, c'est que le jour où j'ai décidé d'arrêter, alors que la compagnie allait plus ou moins bien, parce que je sentais que c'était peut-être risqué. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de dire à ces gens, voilà, maintenant écoutez, on arrête parce qu'il me semble que ça ne va plus. Et ça c'est une grande décision. Après, j'ai travaillé chez TEA, à Bâle et Zurich. Et ensuite, je suis parti en Asie.
Et là, j'ai fini ma carrière de pilote de ligne comme commandant sur un Boeing 747. Et en étant parti d'ici, de la Grande Dixence. 747. Ouais, donc je suis pas fier, mais je suis content de ma carrière. Mais j'y pense même plus. Après le 747, j'ai volé pendant 16 ans un jet privé pour une petite compagnie. Et puis voilà, j'ai refait le tour du monde plusieurs fois, à gauche, à droite. Ce qui me permet de terminer maintenant ma carrière avec un peu plus de 25 000 heures de vol et 18 300 vols. Ça fait pas mal, ça. Hein? Voilà, c'est un résumé un peu court et tout a commencé ici et c'était. Et je suppose que mes parents ont jamais pensé, quand j'ai ouvert les yeux ici, que je allais faire autant de fois le tour du monde et tant de choses dans la vie. Donc je n'en tire pas une fierté autre que d'avoir fait les choses. J'aimerais simplement dire à tous les jeunes qui écouteront que quand on tombe de son perchoir dans la vie, c'est pas grave. Hein, il faut repartir, il ne faut pas avoir peur de faire un changement profond et de recommencer. Petit passage bucolique sur les hauts de Sion, et vous pouvez voir derrière nous d'ailleurs Valère et Tourbillon. C'est un peu le fief aussi de Jean-Claude. Ah oui, hein, c'est sûr. Hein, Sion, c'est quand même une belle ville, hein, bien entretenue, bien managée, et puis des spectacles. Comme on voit maintenant, il y en a peu, hein, et c'est là depuis des centaines d'années. Hein. Alors évidemment, le raisin n'est pas encore cueilli, ça nous donne envie d'ailleurs. Ah oui, voilà, c'est ça, ouais. Du rouge, du blanc à nos côtés, Valère, Tourbillon, toute une histoire, des gens, des sites qui permettent de recevoir aussi beaucoup de touristes. Hein. Oui, on a énormément de touristes et on a même eu Armstrong qui est venu ici, qui est devant les châteaux, et vous verrez dans ma maison une dédicace qu'il a faite à mon père là-haut en narration. Je pense qu'elle est unique ici sur la place. Et puis Jean-Claude, si nous sommes ici au milieu des vignes, au-dessus de Sion, ça n'est pas un hasard. Non, c'est pas un hasard parce que du côté de ma mère, il y avait un commerce de vin. Ma mère est décédée très jeune. Son frère qui a repris le commerce est décédé l'année suivante. Et ensuite, mon père m'a dit, ben voilà, ton chemin, il est là. Ce qui fait que j'ai dû arrêter les dernières années du collège et me lancer dans le vignoble. Et c'est comme ça que j'ai fait mon diplôme fédéral d'œnologue à Lausanne, à l'école de Montagibert. Puis j'ai repris un commerce pendant quelques années, mais comme l'envie des voitures était toujours présente, mon père m'a dit, écoute, les vignes, le commerce, c'est à toi, tu l'as hérité, tu en fais ce que tu veux. D'accord. Alors j'ai vendu, je suis parti en voiture, ce qui fait que j'ai plus de vignes. Ça a été la première voiture? Voilà, ça a été la première voiture, et puis voilà, alors voilà. Voilà. Eh bien voilà, mais c'est sympa de se retrouver dans ce cadre merveilleux. Ici, toujours ensoleillé. Hein. Toujours du soleil en vallée, pas de problème. C'est extraordinaire. Et quand il fait beauvais, le soleil, il est dans les cœurs. Qu'est-ce que ça fait à un Valaisan qui fait le tour du monde, puis qui revient dans ses vignes, qui revient dans son Valais? Bon, on revient aux sources, je veux dire. Je pense que dès la naissance, on est attaché à quelque chose. On est attaché à ses parents, à sa mère et tout ça, à l'environnement dans lequel on vit. Et malgré tout, c'est quelque chose qui va disparaître à une certaine période de la vie parce qu'on a d'autres objectifs. On veut voir, on veut renverser. Plus on est jeune, je ne vais pas dire plus on est con, mais enfin plus on veut aller de l'avant, on veut voir un tas de choses. Et puis après, avec les années, on s'aperçoit que finalement, c'est là où on a grandi qu'on a vu les plus belles choses. Très souvent, c'est comme ça. Et pour nous, Valaisans, c'est généralement le cas. Quittons les collines vigneronnes de Sion pour nous rendre dans un autre paradis de Jean-Claude Rudat. C'est dans un garage transformé en atelier et un peu en musée que nous allons évoquer la carrière du seul coureur automobile valaisan de F1, en même temps que sa carrière d'as du volant, ainsi que sa passion pour des jouets pas comme les autres. Premier arrêt devant une voiture d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Je l'ai acheté à Morges. Il y a une vingtaine d'années, c'est la première voiture que j'ai refaite une fois que nous sommes rentrés en Suisse. Oui. Et puis, ça a été agréable. C'était notre seule voiture au départ. On descend en Fession, Villeneuve en exactement 2 heures. Et puis 1h57 pour remonter parce qu'il y a un peu de vent dans le dos. Oui. Voilà, c'est agréable à rouler, on voit la nature. Mais ce n'est pas une voiture de performance. Hein. C'est une jolie voiture. Mais sur les quais de Morges, comme ça, décapotés... ah oui, c'est bien. On se croit sur la croisette, quoi. Voilà, c'est ça. Hein, d'accord. Caractéristiques? Bon, c'est un petit moteur, 700 cm3, vitesse de pointe 50 à l'heure.
Elle était 4 places, Oui. une seule porte. Oui. Donc d'abord, c'est Une seule porte. le chauffeur qui est entré par ici, voilà là. D'accord. Il s'installe et une fois installé, il lève le siège, il fait rentrer les passagers de derrière et ensuite l'autre passager et ensuite on ferme la porte. Alors ici, c'est aussi le mur du souvenir. Alors évidemment, on va se déplacer au fur et à mesure en donnant quelques explications. À chaque course, on rapportait une affiche, quelques photos. Ouais, j'aurais dû, hein, j'en ai ramené pas mal et puis à force de déménager, on perd la moitié. Et j'ai cherché où ça se trouvait. Et ici, je trouve que c'est agréable un peu de décorer les murs. Alors ici, c'est une Ferrari avec laquelle j'ai couru, j'ai fait quelques courses. Cette voiture a appartenu Paul Frère a fait les 24 heures du Mans avec cette voiture. Oui. Et il a su que je l'avais achetée, à l'époque, ça valait rien. Hein, j'avais peut-être payé 7-8 000 francs. Hein. Et il m'a dit, fais attention, c'est une voiture extrêmement dangereuse. Alors j'ai fait attention, c'était un 4 cylindres. J'ai fait quelques courses avec, jamais de bons résultats. Et un jour, la boîte de vitesse a rendu l'âme, je l'ai mise de côté. Elle est restée peut-être 1 année et demie dans les rues de Sion, hein, ouverte comme ça, personne n'était intéressé. Et finalement, je l'ai vendue 4 000 francs dans les années 63. Alors maintenant, c'est une voiture qui vaut entre 3 et 5 millions. Ben Parce oui, qu'il y en voilà. avait que deux. Mais ça me dérange pas du tout. Non, hein. Alors pas du tout. Pas Mais penser c'est à ça, simplement. sur ça. Ah, non, alors, pas du tout. C'est seulement pour dire comment les choses peuvent évoluer. Oui. Ici, c'est donc l'Arnais Bonnet avec laquelle j'ai fait le Tour de France avec Jean-Jacques Pagnon, qui était mon coéquipier. On voit là, c'était des belles photos. On n'est pas arrivé au bout. On a cassé la voiture, la boîte de vitesse coincée ou l'embrayage. Je crois que c'était l'embrayage. Oui. Ici, c'est le Grand Prix de Syracuse. J'étais à Syracuse, j'ai très très bien roulé. Et je me suis accroché avec Bandini, ou c'est plutôt lui qui m'a accroché. Et ça m'a plié une suspension à l'avant. Et à 190 à l'heure, je suis sorti de la route. Oui, Mais ben, comme dis donc. c'était en ville, j'ai eu beaucoup de chance. Et malheureusement, j'étais en 8e position. Hein, C'était extraordinaire pour quelqu'un comme moi qui arrivait en Formule 1. C'était bien, mais voilà, j'ai pas terminé, quoi. Et puis voilà la fameuse 56. Ah oui, c'est une René Bonnet. J'avais été engagé par Monsieur Bonnet pour courir pour lui une partie de la saison. Et là, mon coéquipier, c'était Pierre Monneret, ancien champion du monde motocycliste. Et on a roulé jusqu'au milieu de la nuit et la voiture, le moteur a rendu l'âme. Et voilà, ça s'est arrêté là pour nous. Je suis retourné dans mon camion, on a mis en marche, on est parti vers la couverture. Il y a eu pas mal de courses en 64, d'après ce que je vois. Oui, hein. c'était mon année 64. Hein. Oui. J'ai participé à beaucoup de courses et pratiquement toutes les courses de côte auxquelles j'ai participé, je les ai gagnées. Mais en circuit, c'était beaucoup plus difficile. Ici, c'est la fin de ma carrière, hein, le Grand Prix de Monza. Je veux dire que ça s'est joué là. Vous savez, à l'époque, on ne touchait pas des indemnités ou des choses, ça ne se négociait pas les départs à l'avance. Ouais. Hein. Et là, j'ai réussi à me qualifier pour le Grand Prix d'Italie, ce qui était aussi très très bien. Mais malheureusement, dans le dernier tour, j'ai cassé mon moteur. Et il y avait un moteur que j'aurais pu louer à Jack Brabham. Mais comme je lui avais mis 1 seconde au kilomètre la semaine d'avant à Sierre-Montana, Ah ouais, la fameuse course, hein. alors il n'a pas apprécié, il ne m'a pas loué le moteur, ce qui fait que là aussi, on a rechargé, puis on est parti. Et peut-être que ma carrière s'est jouée à ce Grand Prix-là. Si j'avais pu terminer le Grand Prix d'Italie, il y aurait eu des changements. Il y aurait Parce une qu'il carrière complète. Il faut bien se rendre compte qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de sponsors. Hein. Il y avait des sponsors un peu en arrière. Par exemple, moi, chaque course de côte que je gagnais, je touchais 1000 francs de Shell. D'accord. C'était la seule chose que j'avais. Et mes autres sponsors, c'était ma famille, les amis et tout ça. Ils savaient qu'on partait, qu'ils venaient nous apporter à manger dans le camion. On n'a jamais acheté de nourriture. Avec mon mécano, là, avec Franco, on n'avait pas de nourriture. On partait d'ici avec 2-3 fromages. Les gens venaient, ils savaient qu'on était à telle course. Oui. Et ils venaient, bah voilà, écoutez, on a apporté 2-3 bouteilles. Et puis voilà, c'était extraordinaire. Oui, d'accord. Et puis si on regarde, vous voyez l'époque là, ce Grand Prix, hein, c'était quand même, j'ai quand même couru, c'était Surtees, Gurney, Graham Hill, Jim Clark, McLaren, Seifert, Bandini, Spencer,
Jack Brabham, Joe Bonnier, Ireland, Anderson, Baghetti, Tous les grands. Scarfiotti, Mike Haywood. Ouais. Hein, tous ces gens-là, et puis au fond, on voit Jean-Claude Ruda, quoi. Ouais. C'était assez extraordinaire de penser que je viens de Sion, ici. J'étais tout seul avec un camion de 1937 ou 40 qui faisait 70 à l'heure de vitesse de pointe. Et on a fait toute l'Europe avec ça. On dormait dans le camion, on allait d'une course à l'autre. C'était une autre époque. Ça ressemblait plus à un loisir qu'à... Oui, c'était un loisir, mais on n'avait pas de repos. Hein, parce qu'on finissait une course, il fallait qu'on parte à la suivante. Hein. Oui. On passait de temps en temps par Sion, mais autrement, non, on allait à gauche, à droite. Et après, on prévoyait de changer, enfin, la Formule 1 allait changer de cylindrée et de système, ce qui fait que chacun, à la fin de 64, a essayé quelque chose. Moi, j'ai monté un moteur Maserati dans cette voiture. Ça a été pas trop mauvais, mais ça n'a pas été un grand succès. Et là, on est à Silverstone, donc pour le Grand Prix de Silverstone. Une année, il fait partie du championnat de Formule 1, une année pas. C'était l'année 100, mais de nouveau, vous voyez, avec tous les gens qui étaient là, Clark, Arundel, Graham Hill, tout le monde était là. Eh bien, j'ai terminé cette course 14e. Et c'était aussi une très très belle surprise pour tout le monde, se dire tiens mais c'est qui ce type qui vient là avec cette bagnole et puis tout d'un coup il termine là, 14e, il était 8e à Syracuse avant de se faire mettre dehors par Bandini et voilà, puis c'est ça, ça a passé comme ça. Tour de France automobile, course de côte Sierre Montana et bien d'autres, des grands prix parmi les grands, coup de chapeau Jean-Claude Ruda, comme un salut à ce casque qui a connu tous ces moments. Mais évoquons encore une autre aventure réussie, en Afrique cette fois. De l'Afrique, il en sera question lorsque nous parlerons des 50 ans de carrière de pilote d'aviation, de commandant devrais-je dire. Mais là, arrêtons-nous au rallye des rallyes, le Dakar. Le Dakar, 1984. Donc comme vous le savez, j'ai fait le film Force Sagan en 1983 qui s'est terminé vers la fin de l'année. J'étais vraiment bien dans le désert, dans ma tête, puisque j'avais beaucoup volé là-bas. Mais surtout, je connaissais l'Afrique comme ma poche, parce que j'ai habité 7 ans à Kinshasa, plus 3 ans à peu près de carrière où je considère que je les ai passés en Afrique, ce qui fait que j'ai à peu près passé une dizaine d'années en Afrique. Il n'y avait pas à cette époque-là un aéroport international en Afrique où je n'avais pas été. Donc j'ai traversé l'Afrique de long, en large et en travers. Et un jour, en regardant en bas comme ça, je me dis, mais ce serait quand même pas mal si je pouvais une fois faire ça par la route, voir comme c'est par la route. Ouais. Et puis ça s'est présenté avec des gens de Montée qui m'ont offert une participation dans une voiture. Et ça m'a permis de faire ce Dakar de 1984. On est parti et c'est un superbe parcours, hein, superbe parcours. On a vu des choses magnifiques que plus personne verra maintenant, non, parce que l'Afrique c'est fini. Hein, puis c'est fini, on ne peut plus aller. Toute cette région ici, vous pouvez oublier, hein, c'est terminé. Oui. Hein. Alors on a terminé avec mon coéquipier, on a terminé 57e sur 500 voitures. Bah, c'était pas mal. Hein, c'est beau. Ouais, c'était beau, je suis content. J'ai pas de regrets, je peux dire. Non seulement j'ai survolé l'Afrique, mais je l'ai aussi roulé. Alors si on se retourne, de l'autre côté, un autre mur, et là c'est tout autre chose. Oui, c'est autre chose, parce que quand on voyage beaucoup, on a beaucoup de temps de libre, et puis on regarde dans les vitrines, on va faire les magasins autres, les antiquaires, et puis je suis toujours un peu passionné par les jouets. Alors je n'ai pas d'idée fixe ou d'objectif dans cette collection. La seule chose qui me plaît, c'est de voir qu'un jouet a servi à des enfants. Voilà, c'est tout ce qui m'intéresse. Ah, oui. Et quand je vois un jouet qui a servi, je me dis, ben voilà, il a eu son utilité. Je n'ai jamais acheté un jouet dans un carton qui n'a jamais utilisé. Alors beaucoup de collectionneurs savent ce qu'ils veulent, hein, ils achètent des jouets dont la boîte n'a jamais été ouverte. La collection totale. Voilà, moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, quand je vois un jouet comme celui-là, par exemple, je me dis, ben, on voit qu'il a servi. Oui. Voilà, ça c'est un plaisir. Alors au fur et à mesure de mes déplacements, j'ai acheté tout ce que j'ai pu, tout ce qu'avec mes moyens, selon aussi les possibilités. Et là, il y a à peu près 120 camions
qui sont intéressants. On a les Suisses en haut et puis tout le reste, c'est plus ou moins, ça vient des États-Unis. Il y a quelques pièces qui m'ont fait beaucoup aussi plaisir. Vous voyez, là, il y a des pièces uniques hein, qu'on trouve pratiquement pas. J'apprécie énormément, par exemple, ce jouet ici, qui n'est pas ancien, mais je l'ai acheté en 2004 en Tanzanie. Hein. C'est un peu fait pour les touristes, hein. C'est fait avec des boîtes de Coca-Cola et des boîtes autres, un peu On de imagine peinture. aussi les gens sur le toit. Voilà, c'est ça. Eh bien, on peut faire des jolies choses avec peu de moyens. Alors là, on rentre dans des jouets beaucoup plus spécifiques, plus rares. On est dans la construction. Certains sont plus rares. Vous voyez ici, ce camion, il date de 1930. Hein, c'est une très belle pièce. Hein. Alors, ils arrivaient, ils roulent, le camion avance, il charge, il lève, il vide. Oui. Hein, il n'y avait pas besoin d'un tract pour charger, rien du tout. Extraordinaire. Et ça, c'est en 1930. Hein. Ouais. Là, on a une chargeuse de camion, 1927. Aussi. Et je n'ai pas cherché, vous voyez, je ne vais pas sur Internet à faire des choses. Non, j'attends que l'événement arrive. Ici, si on continue, bon, il y a des grues d'un peu toutes sortes. Hein. Les transporteurs de véhicules, ça c'est toujours très beau. Alors, je pourrais les restaurer. Oui. Je pourrais les restaurer, je pourrais les faire. Mais c'est pas ça. Non, pas mon truc. mettre de la peinture fraîche là-dessus, ça n'a pas d'intérêt, je ne pense pas. Non. Moi, j'aime voir en disant, ben voilà, il a servi. C'est ça l'intérêt. Ici, c'est peut-être ma plus belle pièce. Hein. C'est un GMC de 1924. Paraît-il qu'il ne resterait que 10 pièces dans le monde. Hein. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais enfin, c'est ce que j'ai lu dans la presse spécialisée. Hein. Oui. Et ici, c'est des jouets que j'aime beaucoup aussi, parce que c'est fait par des gens, pas par des machines. Ça vient du Jura français, c'est des jouets Desjoues. Oui. Malheureusement, ils ont fermé. Et c'est magnifique. Hein. Et des jouets en bois comme ça, c'est vraiment extraordinaire. Hein. Vous voyez le chariot, là, quel travail il y a là-dedans pour un jouet. Hein. C'est presque une œuvre d'art. Bah, c'était l'hiver dans le Jura, c'est toute l'histoire des horlogers, en fait, qui faisaient les paysans pendant l'été, et puis l'hiver, on s'occupait. Hein. Mais on s'occupait bien. Oui, c'est bien. Puis, j'ai l'impression que les enfants ont plus de respect pour un jouet qu'ils savent faire à la main et en bois, hein, que pour un truc en fer. J'ose même pas parler de plastique, hein, parce que comme vous avez vu, il n'y en a pas du tout ici dedans. Hein. Et voilà. La lune se lève sur les sommets du Val d'Airain. Dans le deuxième épisode, nous poursuivrons le voyage de l'Érinsart. Un petit tour d'abord dans une voiture René Bonnet et visite exclusive d'un mini-musée, une vitrine où se trouvent toutes les maquettes des avions qu'il a volés. Une occasion de survoler 50 ans de carrière de pilote et commandant à travers le monde.